Alors, justement, les adolescents, et c'est toute la, j'ai envie de dire, le vrai apport des neurosciences développementales ces 10 dernières années, ou peut-être ces 15 dernières années, c'est d'avoir identifié des spécificités à l'adolescence. C'est-à-dire que les adolescents, d'une manière générale, ne réagissent pas de la même manière que les adultes ou que les enfants face à des stimuli émotionnels. Ils vont avoir des spécificités émotionnelles, pas sur toutes les émotions, on va en discuter, mais ils vont avoir des spécificités émotionnelles qui font qu'ils vont être hypersensibles. Alors faites attention, ça ne veut pas dire que tous les adolescents, quand vous voyez, ils vont être hypersensibles. Il y en a certains qui ne le sont pas. Il y a toujours des différences inter-individuelles entre les individus, et ça c'est important. Mais globalement, l'adolescence est une période particulière. Pourquoi? Parce que en fait, on s'est rendu compte que toutes les régions cérébrales, toutes les zones cérébrales ne se développaient pas au même moment, qu'elles n'étaient pas matures au même moment, et qu'il y en avait certaines qui étaient matures plus précocement que d'autres. Et notre système fait que celles qui sont impliquées dans la réactivité émotionnelle, donc la réaction face à des stimuli, la colère, la joie, la peur, la tristesse, sachant que le négatif est ressenti beaucoup plus fortement que le positif, ça on pourra y revenir, cette réactivité émotionnelle, en fait, les régions impliquées dans cette réactivité émotionnelle sont matures plus précocement que celles qui sont impliquées dans le contrôle de soi. Ça crée une espèce de décalage entre à l'adolescence, j'ai une maturité émotionnelle qui me permet de ressentir pleinement les émotions, et en même temps, je n'ai pas encore les capacités de me contrôler. Ça ne veut pas dire que les adultes sont des espèces j'allais dire, de vulcains, mais je crois que la référence est peut-être un peu Star Trek. Maintenant que je le fais avec des adolescents, ils me regardent avec des gros yeux. Quoi il parle, le gars. Ça ne veut pas dire en fait qu'on est parfaitement capable de maîtriser nos émotions et de les mettre de côté. Loin de là, bien évidemment, c'est une histoire de nuance, c'est pas une histoire. Les adultes ne sont pas des maîtres Yoda qui se contrôlent parfaitement. C'est faux. Les adolescents ne sont pas des hypersensibles émotionnels incapables de se contrôler. C'est plus dans la nuance, ils ont des capacités de contrôle. C'est juste que la nature des stratégies de régulation qu'ils vont pouvoir mettre en place, la façon dont ils vont. Je vais vous donner la parole tout de suite, je termine ma phrase et je vous donne la parole. La nature des stratégies de régulation qu'ils vont mettre en place ne sont pas forcément aussi efficaces. Et ils n'ont pas encore appris complètement à relativiser les émotions qu'ils ressentent. Oui. Je voulais savoir s'il y a une zone en particulier qui gouverne le contrôle ou la maîtrise de soi, ou est-ce que c'est... Parce qu'en neurosciences, on dit aussi qu'il y a peut-être plus, comme on pensait avant, une zone pour le langage, une zone pour la perception des émotions. Qu'est-ce que vous constatez? Ça fonctionne beaucoup plus en réseau et c'est l'interconnexion entre le cortex préfrontal et les réseaux plutôt émotionnels, l'amygdale, le striatum, ce genre de choses qui vont avoir un rôle clé dans la régulation et dans le contrôle. Et la Ceci étant dit, c'est plutôt le cortex préfrontal et l'amygdale ou c'est autre chose? Non, l'amygdale c'est plutôt dans la réactivité émotionnelle, c'est mais elle ne joue pas toute seule. C'est-à-dire que jamais vous avez l'amygdale qui joue toute seule, il y a toujours une connexion avec le cortex préfrontal. Tout est intercorrélé systématiquement, en tout cas dans les aspects de régulation. Il y a forcément de la régulation. Le cortex préfrontal joue un rôle clé, mais le cortex préfrontal c'est très grand. Il y a plusieurs aspects du cortex préfrontal qui vont jouer des rôles différents. Et ça va dépendre aussi de plein de choses en fait. Il y a plein d'autres facteurs, même externes, qui vont déclencher ces mécanismes de régulation. Par exemple, si leur mère est présente dans la salle, ils ne vont pas se comporter de la même manière que s'ils sont tout seuls. Pas parce que leur mère elle va stimuler leur cortex préfrontal, mais presque en fait, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en compte ce qui est valorisé par leur mère, à savoir plutôt des comportements prudents et bienveillants, et ils vont chercher à se conformer à ça. Et donc ça va les pousser à se contrôler. Ça ne veut pas dire que leur mère doit être présente dans la classe, parce que je dis, ça marche aussi avec des adultes, mais ça veut dire que c'est pas parce qu'on a ces spécificités-là qu'elles sont indépendantes du contexte social dans lequel on est. Quand je dis contexte social, c'est contexte socio-économique bien évidemment, mais contexte social immédiat aussi, c'est-à-dire que la présence des gens dans la pièce. Et ça a un impact qui est très très fort et je vous montrerai aussi. Donc à l'adolescence, on a ce système limbique impliqué dans les émotions et la réactivité émotionnelle qui est très stimulé, ou en tout cas qui est hypersensible, et en même temps une difficulté de se réguler. Et il va falloir travailler sur la compréhension de cette hypersensibilité. Qu'est-ce que je ressens? Comment on fait pour travailler sur les émotions avec vos adolescents? C'est la vraie question. Je sais qu'on le fait beaucoup chez les plus jeunes. On va essayer de comprendre qu'est-ce que la joie, la peur, la colère, la tristesse qu'ils ressentent. On peut même travailler sur des éléments de vie. Au collège, c'est plus difficile et plus rare qu'on ouvre cette boîte de Pandore et qu'on leur demande ce qu'ils ressentent et qu'ils soient capables de l'exprimer. Alors même que c'est à ce moment-là où on travaille beaucoup sur le vocabulaire en français,
de l'expression des émotions, je l'ai vu passer dans des cours, on reste toujours sur des émotions très primaires, joie, peur, colère, tristesse. On essaye d'alimenter un petit peu le vocabulaire là-dessus, mais il y a plein d'autres émotions qui sont importantes et dont on ne parle jamais. L'envie, la jalousie, c'est tabou, il ne faut pas être jaloux. Voilà. Vous avez terminé comme si ça n'existait plus à l'âge adulte. Comme si c'était quelque chose qui était mal. Alors je crois que ça fait partie des péchés capitaux, ça vient peut-être de là, je ne sais pas. La jalousie, non? Il n'y a pas... L'envie, oui. L'envie, alors l'envie c'est aussi une autre... la jalousie. Et on ne leur parle pas du tout du regret, des remords, ni de la définition, ni de ce que ça peut avoir comme effet. On leur parle assez peu de la fierté, ou en tout cas des différentes composantes de la fierté qu'on peut avoir. Donc toutes ces émotions sociales en fait qui sont fondamentales à l'adolescence, ça passe à la trappe. Enfin, très peu des émotions primaires, très peu de ces émotions-là. Et si on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? On fait confiance en fait à leur vie, à leurs camarades, à leur interprétation personnelle, à ce qui va se passer dans leur vie pour apprendre ce qu'ils ressentent, l'exprimer d'une certaine manière et être capable de se contrôler. Ça, c'est une question. Vous avez déjà parlé de stratégie de régulation émotionnelle. C'est quoi les stratégies de régulation émotionnelle pour vous? Quand vous ressentez de la colère, qu'est-ce que vous faites? Ça doit arriver. Vous êtes déjà arrivé de ressentir de la colère. C'est la façon de rendre une émotion supportable pour soi et pour les gens qui nous entourent? Oui, c'est ça. Alors, en premier lieu pour soi. Après, comment les gens autour de nous vont l'interpréter, c'est autre chose. Mais effectivement, si on est submergé par nos émotions, si on est submergé par la colère et qu'on n'arrive pas à revenir à un état normal, on va être en colère tout le temps. Alors, il y en a qui sont en colère tout le temps. Pour plein d'autres raisons. Mais si on est tout le temps dans cet état de colère, vous voyez bien un petit peu les effets négatifs que ça peut avoir. De la même manière, on ne peut pas être joyeux tout le temps. Et donc, il y a forcément des mécanismes dans notre cerveau qui nous permettent de ressentir ces émotions et d'autres qui nous permettent de moins les ressentir. C'est vrai pour le positif et pour le négatif. Les mécanismes sont là. Parce qu'on ne peut pas être joyeux et être heureux tout le temps. Il y a des événements de vie qui imposent effectivement d'être triste, d'être pas content, d'être en colère, d'être dégoûté aussi. On m'a proposé un café tout à l'heure, le dégoût était pas loin. Non, je rigole. Le café n'est pas si mauvais que ça. C'est le moment de me dire, tout à fait. Il n'était pas si mauvais que ça. Mais on peut exprimer en tout cas ce genre d'émotion. La cantine peut-être est un bon exemple pour certains établissements, mais pas pour tous. La question c'est comment je fais pour les réguler. Et vous faites quoi, vous? Vous faites quoi? Vous ne tapez pas les gens. J'imagine que quand votre inspecteur vous énerve et ça doit arriver, vous ne lui mettez pas, vous ne plaquez pas contre le mur. Oui. Moi je parle avec des collègues avec qui je suis en confiance et le week-end je fais un petit jogging quand même. Alors le sport est un bon défouloir pour le sport ou la méditation, c'est une bonne façon effectivement de revenir à un état normal et de se défouler, en particulier quand on est en colère, mais ça marche très bien. Parler avec les collègues, oui. La régulation des émotions, ça passe pas que par son expérience personnelle, ça passe aussi par le social. Et cette expression à autrui, le fait d'aller voir, alors vous allez voir les collègues quand c'est pour le boulot, mais si c'est quelque chose de plus personnel, vous allez voir les amis, vous allez voir les enfants, vous allez voir peut-être les parents pour certains, en tout cas chez les adolescents c'est comme ça. Tout ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sociaux depuis le départ. Et on ne peut pas vivre sans autrui. Il faut peut-être l'accepter aussi. Il y en a qui aimeraient bien qu'il n'y ait personne à la fin, mais en réalité, au bout de très peu de temps, si vous ne voyez personne, c'est une catastrophe. Il y a un moment donné, vous ne supporterez plus. Sans contact social aucun, vous ne pouvez pas survivre. On a fait l'expérience. Il y a eu des expériences qui ont été faites chez les primates qui sont assez atroces. Il faut les regarder sur internet, on les a pris, on les a retirés de leurs parents, de leur mère, on a regardé ce qu'ils ont, on leur donne à manger, on leur donne à boire, ils ont chaud, il n'y a pas de souci, ils meurent. Parce que se nourrir, être au chaud, ce sont des besoins primaires, oui. Avoir un contact social affectif, avoir une relation affective, besoin de recherche, de proximité, de contact, c'est ce qu'on appelle l'attachement.
c'est aussi un besoin fondamental. Alors chez les enfants, on ne les a pas pris en expérience pour les séparer, mais il se trouve qu'il y a eu quand même des choses où ils n'avaient même pas pensé que ça pouvait avoir un impact, donc ils l'ont fait naturellement. C'est-à-dire qu'ils ont fait des séparations brutales très précoces, et ces séparations brutales très précoces ont eu des conséquences désastreuses et irréversibles, si ça dure trop longtemps, sur le développement cognitif, émotionnel et social de l'enfant. Ça va très très loin jusqu'à un syndrome dépressif, qu'on appelle la dépression analytique, qui est un syndrome véritablement qui fait penser à une dépression profonde. Et ça apparaît en quelques mois de séparation brutale, dès lors qu'il n'y a pas de relations affectives nouvelles qui sont construites avec autrui. Pas uniquement avec les parents, on peut construire des relations affectives avec eux. Ça veut dire que vos adolescents, vos enfants, on construit des relations sociales avec les gens, et on construit des relations socio-affectives avec les gens. Ces relations, elles ne leur disent pas uniquement comment les autres se comportent ou comment ils peuvent m'aider, mais elles leur donnent aussi un élément sur ce qu'eux valent dans la relation. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'ils ont eu besoin d'aide, si à chaque fois qu'ils étaient en détresse, si à chaque fois qu'ils étaient dans un état émotionnel négatif, il n'y avait personne pour venir les aider à réguler, pour apporter du soutien. C'est pas juste leur dire c'est rien, machin, non, c'est apporter du soutien, de l'empathie, de la proximité, les rassurer. Effectivement, ça leur donne une indication sur la façon dont se structurent les relations sociales dans le monde, mais aussi sur ce qu'ils valent dans cette relation. À savoir pas grand-chose. Je caricature et je vais très loin, mais c'est juste pour vous dire que ces relations affectives précoces vont colorer la façon même dont on va penser la relation à autrui derrière. Et les élèves que vous avez ne sont pas juste des élèves qui n'ont eu aucune expérience. Ils ont eu une expérience. Des expériences avec d'autres enseignants, avec des situations familiales parfois très compliquées, qui font que la façon dont ils vont rentrer dans la relation, y compris dans la relation affective, et dans la capacité d'autrui de réguler ses affects, n'est pas forcément la même que d'autres enfants. Et donc il faut garder à l'esprit qu'ils peuvent effectivement avoir des mécanismes, parce qu'ils ont construit des mécanismes de défense, qui sont dans le rejet de la relation, ou qui sont dans des espèces, au contraire, de rumination ou ce genre de choses. Donc il y a tout un tas de stratégies qui peuvent être mises en place du fait de ces carences affectives précoces, ou, j'allais dire, de ces traumatismes, ou au moins des éléments négatifs qu'ils ont pu expérimenter dans leur passé sur un système scolaire. Les profs, vous passez quasiment plus de temps avec les élèves que les parents à une période de la vie. Alors c'est dans un cadre très structuré, le cadre est très particulier, mais pour autant, ils créent des liens affectifs très forts avec les enseignants. Oui. Dans un sens comme dans l'autre. Le collège n'est pas l'espace, je pense, le plus propice à la création de liens vraiment affectifs avec les enseignants ou avec tous les enseignants. Ou en tout cas, le collège, parce qu'il y a différents profs, parce qu'il y a quand même une emphase qui est mise sur la structure, sur le cadre, encore plus importante qu'au primaire. Donc vraiment, on a le droit de se lever, ils ne doivent pas bouger, ils doivent être assis, ils doivent écouter, ils doivent machin. Donc il y a vraiment quand même toutes ces choses-là qui font que ça établit de la distance forcément aussi avec l'enseignant. Ce n'est pas la même proximité qu'il peut y avoir. Effectivement, ça peut créer des éléments un petit peu compliqués. Il y en a plein qui vont se conformer à ce genre de choses sans souci. Il y en a d'autres pour qui c'est aussi en fait une rupture en fait au niveau affectif en fait, véritablement, parce que ils ont établi des liens affectifs très, très solides et très forts avec leurs enseignants au primaire. Je caricature, hein, je ne dis pas que vous n'avez aucun lien affectif au collège et que c'est problème. Je dis juste que souvent quand je parle avec des profs, ils me disent mais je ne veux pas parler des émotions. Je ne veux pas en parler avec eux. Parce que je ne suis pas formé pour, je ne suis pas psychologue et vous n'êtes pas psychologue. Et vous êtes des êtres humains qui ressentez aussi des émotions. À des moments, ça peut être intéressant aussi pour eux de savoir que vous aussi vous ressentez des émotions. Et que vous aussi vous n'êtes pas parfait dans le contrôle et que vous aussi vous devez mettre en place des stratégies de régulation. Alors il y a d'autres stratégies de régulation dont on n'a pas parlé. Effectivement, on peut aller parler avec des proches, mais ce n'est pas toujours évident de parler avec des proches parce que les parents ne sont pas forcément disponibles, parce que vous n'avez pas forcément un psychologue pour pouvoir extérioriser, parce que les amis, on sait bien aussi au collège, c'est pas toujours évident de parler avec eux, que le simple fait de parler, on va aussi avoir des difficultés à exprimer ce genre de choses. Donc c'est peut-être pas forcément toujours parler de ses émotions, c'est pas toujours évident. D'où l'intérêt d'avoir des espaces dans la classe pour pouvoir le faire. L'autre question que je vous pose, c'est quelles sont les autres stratégies que vous pouvez mettre en place. Comment vous faites, vous? J'ai pas entendu. La drogue. La drogue? Alors oui,
La drogue est aussi un élément qui généralement, c'est rarement quand on est en pleine forme, qu'on est bien, qu'on se sent hyper à l'aise socialement, qu'on va s'engager effectivement dans une conduite addictive. C'est vrai pour la drogue, mais c'est vrai pour l'alcool aussi. Hein. Et l'alcool est souvent, j'ai envie de dire, est plus pernicieux que la drogue parce que plus accessible, plus possible. Puis quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un verre. Et effectivement, il y a des composantes de l'alcool et ça fait des ravages à l'adolescence parce qu'il y a aussi l'alcool festif. Enfin bref, l'alcool est aussi une façon de faire. Alors, c'est pas là pour le coup, on parlait de bonne stratégie, de mauvaise stratégie. Je ne veux pas juger toutes les stratégies émotionnelles que vous mettez en place, mais je pense que la drogue et l'alcool ne sont pas de bonnes stratégies de régulation émotionnelle. Ni même à vous conseiller à vous-même, c'est-à-dire que ça a des effets à court terme qui sont anesthésiants, effectivement. L'alcool peut être, chez certaines personnes, pas chez tous, hein, parce que au contraire, ça peut avoir d'autres effets chez certains, peut être un anesthésiant affectif qui est rarement efficace sur du long terme et qui résout aucun problème. Il en crée d'autres qui vous lancent dans une spirale assez négative. Donc on va mettre de côté la drogue et l'alcool. Le sport. Le sport, c'est un bon défouloir et l'activité physique est hyper importante. Pour le coup, là, il y a énormément d'études qui montrent que de pratiquer une activité physique régulière fait que vous êtes mieux dans votre corps et dans votre tête et que c'est beaucoup mieux en termes de gestion du stress. Sur la gestion du stress, tiens, d'ailleurs, vous leur conseillez quoi quand ils sont stressés? J'imagine qu'ils ont du stress de temps en temps. La respiration? Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai entendu respiration au moment où je vous ai vu lever la main. Oui? De délimiter le stress. Sous quelle forme, à quel endroit? Ouais. Ça, c'est important aussi parce qu'on peut vraiment agir sur le stress. Déjà, juste de savoir que le stress, en fait, ça a des effets bénéfiques et que c'est pas là pour rien, c'est déjà un élément régulateur. Donc, avoir des connaissances sur ces émotions, sur à quoi ça sert ces émotions, c'est déjà un élément important. Savoir que la tristesse, elle est normale, elle est salutaire, et que quand il arrive quelque chose de négatif, c'est normal d'être triste, et de prendre un temps pour soi, pour justement essayer de comprendre cette tristesse, essayer d'avancer sur cette tristesse, pas de tomber dedans et pas se complaire, mais travailler dessus, c'est un élément fondamental. Je dis ça parce que souvent, ce qu'on fait avec les adolescents, c'est pas ça. Souvent, quand ils ont une rupture amoureuse, on leur dit c'est pas grave, tu verras la prochaine fois, ça va aller, t'en auras d'autres, c'est la première, mais ce sera pas la dernière. On a cette tendance, dans la façon dont on essaye de leur faire de la régulation, à faire comme s'ils ne ressentaient rien, comme si c'était pas grave et comme si on s'en foutait. Et peut-être que c'est ce qu'on pense au fond, et c'est vrai que si vous faites votre introspection, vous direz peut-être, oui, finalement, c'était pas si important, mais quand il est dans le vécu, l'adolescent, quand il vient de se faire larguer, il n'attend pas ni des parents ni des profs qu'on leur dise c'est pas grave, c'est rien, non. D'ailleurs, si on vous faisait ça, si on vous disait non, bah, en fait, c'est rien du tout, vous êtes fait larguer, on s'en fout, passons à autre chose, quoi. C'est pas votre pote, hein. S'ils vous disent ça, c'est pas votre pote. Votre pote, il vous écoute. Il essaye de comprendre ce que vous ressentez, il essaye de comprendre et après seulement, il essaye de trouver des... Mais d'abord, il faut écouter et entendre la parole de l'adolescent. C'est valable sur tout. C'est bien évidemment qu'il y a un rôle de l'enseignant d'essayer de... Mais déjà, recevoir les émotions qu'ils sont capables de vous donner et qu'ils sont capables d'exprimer sans les mettre de côté, ça, c'est déjà un élément régulateur intéressant. Oui. À part le conseil de bien manger, bien dormir, moi je dis beaucoup aux élèves d'aller au musée et lire. Et je pensais qu'ils rigoleraient et en fait pas du tout. Et il y en a beaucoup qui le font et donc voilà, c'est vrai que l'art c'est fait pour ça. Alors je suis d'accord que l'art a un rôle aussi d'expression de l'émotion et de compréhension des émotions autre que par la parole. Et ça c'est un élément qui est fondamental, c'est-à-dire que oui, on centre l'expression des émotions sur la parole, mais que l'art a aussi la possibilité de le faire sans un mot. C'est quand même assez profond, en particulier l'art moderne, qui est quand même aussi quelque chose qui n'est pas... S'il n'y a pas le décryptage, il n'y a pas le décodeur de l'explication du pourquoi, c'est très compliqué de comprendre pourquoi il a planté des clous sur une planche, ou pourquoi le tableau, il n'y a rien dessus, et pourquoi j'ai l'impression que j'aurais pu faire la même chose. Mais, si vous avez ce décryptage-là, ça peut être au contraire un formidable outil d'expression. Une des difficultés, il y a des profs d'art plastique ici dans la classe? Voilà, je vais taper sur vous. Non, une des difficultés que je vois sur l'art plastique, c'est qu'on a rarement ce métadiscours-là. Et qu'on centre beaucoup les cours d'art plastique sur la technique, sur les outils,
plutôt que sur le moyen d'expression, de compréhension des émotions, et ça c'est dommage. C'est le regret que j'ai sur l'art plastique, c'est que, en tout cas, moi j'ai 3 enfants, j'en ai un qui est vraiment tout petit, qui n'est pas encore là, mais les 2 autres sont passés au collège en art plastique, et jamais on leur a expliqué à quoi pouvait servir l'art. Jamais ils n'ont eu un débat sur ce qu'était l'art. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais il y a peut-être des profs de français dans la classe. Écrire, la poésie, on se centre sur les éléments techniques de la poésie qui sont très importants, je ne le dis pas. Mais sur l'expression des émotions par la poésie, ah ouais, là c'est plus pareil. Oui. Alors ça peut sembler trivial, mais ne serait-ce que d'accompagner l'élève dans la parole, à savoir verbaliser son émotion, je pense qu'on est déjà sur comment accompagner l'élève, ça c'est la première chose. Et vous évoquiez, tout à l'heure pour les profs de français, souvent nos élèves manquent de vocabulaire dans les émotions et n'ont aucune connaissance de l'émotion. Donc il faut d'abord identifier l'émotion, qu'elle soit joyeuse ou pas, et l'accompagner sur cet enrichissement-là du vocabulaire. Sur le vocabulaire, je suis d'accord avec vous, c'est terrible. On utilise peu le vocabulaire émotionnel et la richesse du vocabulaire émotionnel, à part dire qu'ils sont contents, qu'ils sont en colère, qu'ils sont dégoûtés. Ça, c'est normal. Voilà. Et effectivement, je pense qu'en français, il y a un vrai travail à faire sur le vocabulaire et la précision du vocabulaire et même leur compréhension. C'est-à-dire que les émotions sont des changements au niveau du corps. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, on va avoir les mains moites, on va avoir, voilà, quand on est goûté, on a vraiment une boule au ventre, on n'est pas bien, etc. Donc il va y avoir des changements et ces changements, ils vont les ressentir. Interpréter et comprendre en fait ces changements qu'on a pour pouvoir les catégoriser en termes d'émotions, c'est pas évident. D'ailleurs, on voit bien que chez les plus petits, ils ont même des difficultés à distinguer le positif du négatif. C'est-à-dire que s'ils sont vraiment très heureux à un moment donné, je sais pas, c'est son anniversaire. Moi, mon fils, je l'ai traumatisé sur chanter Joyeux anniversaire. Il chantait Joyeux anniversaire, il était super content, il y avait tout le monde qui chantait Joyeux anniversaire, il était super content, puis à un moment donné, ça a débordé trop d'émotions, il s'est mis à pleurer, il a été traumatisé. Il n'a plus jamais voulu qu'on chante Joyeux anniversaire pendant 2 ou 3 ans derrière, parce qu'il avait ressenti une émotion trop forte, positive au départ, qui du coup lui a fait peur, et ensuite il a associé ça à... Je traumatise aussi mes enfants. Juste en chantant Joyeux anniversaire. Hein. Ça a pris 2-3 ans avant qu'il accepte qu'on rechante collectivement Joyeux anniversaire sans avoir peur. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ressentent des choses, il y a des modifications, si on n'est pas capable de mettre des mots et d'exprimer derrière, effectivement, c'est très compliqué. Y compris quand ils sont en colère et qu'ils sont dégoûtés, qu'ils ne sont pas d'accord. Dire que la question des conflits sociaux, je ne sais pas comment vous voulez gérer ces conflits dans les collèges. La seule fois où je voyais des conflits, c'est on sépare les gens pour éviter qu'ils se battent, et puis on n'écoute pas forcément ce que les gens ont à dire, ou en tout cas on ne les aide pas forcément à exprimer ce qu'ils ont à dire. Être en colère, c'est normal. Être jaloux, c'est normal. Être pas d'accord, c'est normal. Avoir un point de vue différent des autres, c'est normal. Une des difficultés, la pire difficulté qu'on peut avoir, nous, là je me rends compte que je suis à ma slide, à ma 10e slide sur les 52 et que je n'ai pas une très longue parenthèse, mais je prends le temps de faire cette parenthèse-là. Une des difficultés que nous avons, c'est de prendre le point de vue d'autrui. Prendre le point de vue d'autrui et accepter que ce point de vue peut être différent du nôtre. Et que ce n'est pas un drame, c'est une activité cognitive qui est extrêmement complexe. Cognitive et émotionnelle, c'est-à-dire que essayer de comprendre que l'autre peut ressentir des choses différentes de vous, c'est compliqué. C'est compliqué pour des adultes qui sont déjà outillés cognitivement et émotionnellement. Alors imaginez pour des adolescents ou pour des enfants, qui sont déjà centrés sur leur propre point de vue, parce qu'à 8 ans c'est très compliqué de les décentrer, peuvent le faire d'un point de vue cognitif à partir de 4-5 ans, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de tâches, ça s'appelle les théories de l'esprit, on voit qu'ils sont capables effectivement de prendre le point de vue d'autrui, d'un point de vue cognitif, etc. Mais dès lors que vous les mettez dans certains contextes, ça part à... vous aussi. Là, qui prend la voiture pour venir au travail? Bon, vous avez tous votre permis, ou en tout cas vous avez tous pris la voiture. S'il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson dans la voiture, vous ne vous dites pas « Ah, ce mec est peut-être perdu, il m'a pas exprès, il m'a pas vu ». C'est pas ça votre réaction immédiate. La première réaction que vous avez, c'est une insulte. C'est un connard. Ce connard, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Après, vous pouvez relativiser, rediscuter, etc. Mais de la même manière, quand quelqu'un vous marche dessus dans le métro,
vous marche sur le pied, vous fait mal. Réaction émotionnelle. La première chose que vous dites, c'est pas il a pas fait exprès, machin. Non, c'est il m'a fait mal, ce mec. Vous avez cette envie en fait négative. Certains la réfrènent mieux que d'autres. Il y en a qui se laissent, voilà. Et ça dépend des contextes. Si vous êtes dans un contexte stressant, c'est la grève, machin, c'est la troisième fois qu'on vous marche dessus. Là, vous allez exploser, le mec il va prendre alors qu'il n'a pas fait exprès. Donc si nous, on a déjà dans ces contextes un tout petit peu émotionnels, pas énorme, hein, vous avez une queue de poisson, mais vous avez eu peur. Et en plus, vous êtes dans votre voiture, c'est chez vous, donc il vous a agressé d'une certaine manière dans votre chez vous, donc vous vous mettez à réagir violemment. Et après seulement, si vous réfléchissez, si vous discutez, une fois que l'émotion est passée, une fois que vous pouvez essayer de relativiser et de vous dire bah, peut-être effectivement que c'est pas. Voilà, il n'a pas fait exprès, que c'était pas grave et que c'est pas dramatique et qu'on va passer à autre chose. Relativiser. Être capable de réévaluer la situation que vous avez vécue. Essentiel. Pas réévaluer pour ressentir tout le temps la même chose, non, réévaluer pour essayer de la voir sous un autre angle. Ça fait partie des stratégies de régulation qui sont les plus importantes et qui sont les plus utilisées. Quand vous avez peur, quand vous avez triste, essayez de réévaluer, de revoir un petit peu les choses. Ça ne vient pas tout de suite. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre en place tout de suite, ça prend un peu de temps. Ça demande de l'activité cognitive, ça demande d'avoir du recul, ça demande de réfléchir, rationaliser sur la situation, mais ça permet de relativiser. Et le danger, c'est la rumination. Ça, par contre, la rumination cognitive. Revivre sans cesse la même chose, recommencer en boucle à chaque fois, au contraire s'engrainer, faire de la rumination collective, c'est-à-dire on amplifie encore une fois l'émotion, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Ça a aussi un but régulateur. Hein. Ça a aussi un but régulateur, mais ça marche beaucoup moins en termes de diminution et d'apaisement. Oui. J'avais une question par rapport à la connaissance de soi. Est-ce que la connaissance de ces émotions et l'explicitation de pourquoi je ressens cette émotion peut être un outil pour le jeune ou pour soi-même de savoir ce dont on a besoin. Par exemple, si on est en colère par rapport à un sentiment de manque de reconnaissance ou si on est triste par rapport à un sentiment de manque d'amour, etc. Est-ce que ça peut être un moyen pour le jeune de, voilà, je ressens cette colère-là, pourquoi je ressens cette colère-là, et derrière ce ressenti, quel besoin il y a. Complètement. D'être capable de l'exprimer et d'entendre cette expression et que chacun arrive à entendre l'expression émotionnelle de l'autre. Parce que je vous l'ai dit, une des difficultés, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte des conséquences qu'on va avoir sur autrui, que nos actions peuvent avoir. La plupart du temps, on pense que c'est anodin, que bon non, je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas du tout mon intention, donc si c'était pas mon intention, c'est pas grave. Et ça peut avoir des conséquences émotionnelles sur l'autre, et si l'autre ne les exprime pas, s'il n'y a pas un dialogue, ou si quand il les exprime, ça crée un conflit immédiat parce que ça s'est pris trop personnellement ou ce genre de choses, forcément ça peut devenir difficile. Donc il faut apprendre à exprimer ses émotions et apprendre à recevoir l'expression des émotions des autres, non pas comme une critique ou comme une attaque personnelle, mais comme un état d'une conséquence qui n'était pas forcément intentionnelle. Il y a cette question d'intentionnalité. Au départ, les enfants ont beaucoup de mal à prendre en compte cette intentionnalité. Ils se focalisent beaucoup plus sur les conséquences. Quand ils vont prendre en compte l'intentionnalité, c'est l'inverse. C'est comme si les conséquences, on s'en foutait dès lors que c'était pas intentionnel. Oh oui, la nez cassé, mais je ne suis pas fait exprès. C'est pas fait exprès, c'est pas ma faute. Si, en fait, cassé le nez, c'est ta faute, tu es responsable, tu n'avais pas envie de le faire et tu ne l'as pas fait exprès. Oui, c'est une circonstance atténuante, heureusement. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas responsable. Tu as une part de responsabilité, tu dois t'excuser, tu dois prendre... Voilà, il y a tout un tas de mécanismes derrière qui rentrent en ligne de compte. Et comme tu lui as cassé le nez, c'est peut-être normal que lui soit un peu colère et un peu pas content, en fait. Donc vous voyez, cette dynamique-là, elle est à expliciter. Parce que si on n'en parle pas, si on n'explicite pas, effectivement, c'est très compliqué d'un point de vue implicite de comprendre. Vous avez deux personnes qui sont sur des représentations différentes. Il y en a un, il m'a donné un coup, il faut lui expliquer que ce coup, en fait, il était intentionnel. C'est pas grave. Je veux dire que c'est un état, voilà, et il arrive des éléments où c'est pas de façon intentionnelle qu'on va blesser quelqu'un. Et de l'autre côté, il faut que la personne qui l'a pas fait exprès considère qu'elle a quand même fait un geste négatif. Et ça, c'est pas évident. Et si on ne gère pas cette relation-là, on peut créer un conflit, et les conflits, ça peut aller loin derrière. C'est beaucoup plus difficile à réguler quand il n'y a pas de dialogue.
Mais si vous faites votre propre introspection, il y a plein de fois dans votre vie où on vous a fait des trucs et vous avez inféré de l'intention. Ça, c'est un biais qui est très très fort et c'est tout le problème. C'est que chaque fois, quand on doit expliquer le comportement des autres, on considère qu'il est intentionnel. C'est-à-dire qu'on considère que les gens, s'ils font des choses, c'est parce qu'ils ont envie de les faire, parce qu'ils avaient un plan pour le faire. Donc si vous avez eu un problème, s'il y a un truc, c'est qu'il y a eu un plan. Et les adolescents sont pareils. Si vous leur donnez une sale note, si vous les aidez pas, c'est parce que vous avez intentionnellement voulu leur nuire, etc. C'est un biais cognitif, on est comme ça. C'est le même cas que pour la voiture tout à l'heure, on ne prend pas en compte les causes externes, ou en tout cas très peu. Dans un premier temps, c'est les causes internes. Et on a un deuxième biais qui vient se rajouter à ça, c'est un biais d'hostilité. C'est-à-dire qu'on pense que les gens le font intentionnellement, et en plus, pour nous nuire. Alors, ça nous met dans une situation un peu paranoïaque. Ça, c'est un autre biais. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à ce biais d'hostilité. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'élèves que vous pouvez rencontrer qui ont ce biais d'hostilité. Et parce qu'il ne vient pas de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il vient aussi des expériences antérieures qu'ils ont pu avoir avec les gens. Et donc, ils vont interpréter votre comportement, non pas comme ce que vous voulez, avoir une intention bienveillante et positive. Ils vont plutôt l'interpréter comme quelque chose d'intentionnel et négatif dirigé contre eux. Et que cette interprétation-là conduit effectivement à des comportements d'évitement, de conflits, ou ce genre de choses. Je le dis, mais si on n'explicite pas ça, comment je fais pour me connaître, pour comprendre un petit peu mes réactions, pour me dire, attends, de temps en temps, j'ai ce biais d'hostilité, peut-être que je dois prendre sur moi et me dire, bah non, peut-être que c'était pas ça en fait, et qu'il n'y a pas d'intention hostile, si je ne connais pas et si je ne suis pas capable de verbaliser ça. C'est très compliqué. Donc il y a un enjeu à dialoguer aussi sur ces biais un petit peu, sur ces biais sociaux d'interprétation. Vous aussi, vous êtes très sensibles. Nous sommes tous sensibles à ces biais-là. La seule chose, c'est qu'on a développé des capacités de temps en temps de mettre de côté ces choses-là. C'est-à-dire il y a d'autres solutions, il y a d'autres explications. Mais on est très très sensible à ça. Et en particulier dans des familles où on est agressé physiquement ou verbalement, où on se sent agressé. Et là, on a tendance à exploser. Ça aide pas en tout cas la régulation sociale des émotions. Je vous ai dit la rumination fluidité, donc il y a l'extinction aussi, mais ça c'est pareil. Hein. Effectivement, il y a un moment donné, cette réactivité émotionnelle, elle va s'éteindre d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de régulation qui fait qu'il y a du temps. Le temps est important parce que le temps diminue en fait la réactivité émotionnelle. Je vous dis, quand on est dans la rumination, on a tendance à revenir dessus et à réactiver à chaque fois. Mais c'est pas pour rien qu'on propose de laisser du temps. Du temps quand on est triste, c'est-à-dire que ça diminue complètement et qu'il n'existe pas, mais le temps aide effectivement à être moins triste. Le temps aide à être moins en colère. Il faut souffler, faire autre chose, et penser à autre chose à un moment donné, vous diminuez votre colère, et à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de parler. Parler à quelqu'un qui est vraiment en colère et qui est vraiment énervé, c'est très compliqué. C'est aussi très compliqué. Parce que au départ, s'il n'a pas mis en place de stratégie qui lui permettent de lui-même de se contrôler, de se maîtriser, de respirer, de prendre, vous n'arriverez pas à ne serait-ce que dialoguer avec cette personne. Donc il faut réussir à leur apprendre justement cette autorégulation et à se dire, ok, quand je suis en colère, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ma colère? Et mettre en place ces stratégies. Ça peut être de sortir et de souffler. Taper dans les choses, c'est pas forcément la bonne option. À moins que vous ayez mis un truc dans votre classe qui vous permette de le faire de façon sécurisée, c'est aussi une possibilité. Et c'est vrai que c'est la première chose pour beaucoup de gens, ils ont envie de taper soit sur quelqu'un, soit dans quelque chose. Quand c'est sur quelqu'un, ça introduit de nouveaux conflits. Quand c'est sur quelque chose, ça occasionne des dégâts matériels, mais souvent une fracture de la main, ou du pied, ou ce genre de choses. Donc en plus, ça crée de la douleur. Alors ça régule bien, pour le coup. Ils sentent moins, ils sentent un peu plus bête, mais ça ne fonctionne pas en termes de stratégie de régulation. Par contre, il y a d'autres, ça peut être utile de relâcher. Alors vous avez parlé du sport, on peut aussi crier, on peut aussi, mais pas sur les autres. Pleurer aussi. Ça dépend parce qu'on dit souvent que les filles ont le droit de pleurer, les garçons non. Et on est dans les stéréotypes de genre très très forts. Les garçons ils ne devraient pas pleurer. Oui, pleurer ça fait partie aussi des choses qui soulagent. Et ça c'est un élément important, c'est que on a tendance socialement à proposer aux gens d'arrêter de pleurer. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Si tu es triste et si ça va pas, pleure un temps, et puis ensuite, quand tu te seras calmé et que tu te seras bien libéré, là, tu pourras revenir.
Mais oui, pleurer, c'est effectivement un mécanisme, s'il existe, pas pour rien. Vous parliez de temps tout à l'heure, à l'instant, c'est une chose qui a laissé le temps, ça s'atténuait. J'avais aussi des élèves que j'accompagne. Plus fort, Stéphane, parce que là, au fond, Pardon. Dans les élèves que l'on accompagne, nous, dans les jeunes, les ados qui peuvent être autonomes, les enfants, à qui on peut laisser du temps. Et qui, une fois qu'on revient vers eux pour dire je ne veux pas en parler, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut décanter en fait? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'à un moment ils disent non, là, je ne parlerai pas, je ne veux plus en parler? C'est leur stratégie de régulation à eux. C'est-à-dire que dès lors qu'ils ont trop d'affect, dès lors que c'est trop compliqué à gérer, on se bloque. On peut même aller jusqu'à du déni en fait et dire non, je n'ai jamais ressenti, de toute façon je m'en fous de ça. De toute façon ça m'intéresse, ça c'est je m'en fous. De toute façon c'est pas important pour moi, je m'en fous de ces notes, je m'en fous de tout ça, c'est pas important. C'est ni plus ni moins qu'une stratégie de régulation. C'est le déni ou l'évitement de la situation est une forme de stratégie de régulation émotionnelle. C'est pas efficace parce qu'elle ne vous permet pas d'affronter le problème, mais c'est ni plus ni moins qu'une forme de régulation. Alors comment on peut faire pour faire ça? Je crois que la première chose, c'est peut-être d'essayer, quand ils ne sont pas dans ces situations émotionnelles, de discuter justement des émotions avant. Pas d'en discuter quand elles arrivent, mais d'en discuter avant. D'en discuter et de les faire travailler sur ces émotions. De les mettre en situation aussi, de leur faire jouer des scènes, de leur proposer des trucs. C'est assez facile de les faire dégoupiller et de les mettre dans un état émotionnel sur des relations sociales. Hein. Je sais pas moi, t'as ton ami, il t'a trahi, il t'avait dit qu'il viendrait au cinéma avec toi, en fait il y va avec une autre personne que t'aimes pas, directement, leur faire discuter, tu ressens quoi, c'est quoi. Alors, on peut aussi avoir les relations affectives du type ta copine t'a trompé, qu'est-ce que tu fais, ou comment tu te sens. Ce genre de choses, ça peut aller très très vite, hein, ça part très très vite en cacahuète, faites attention hein, parce que directement. Mais dès lors qu'ils vont avoir des insultes, ou alors si on vous le fait sur d'autres personnes, voilà, peut-être des personnages fictifs, les gens qu'on aime pas, on n'aura pas les mêmes réactions derrière. Mais au moins des personnages fictifs, voilà, il était en couple depuis 2 ans, alors faites pas des trucs trop genrés non plus, hein, vous pouvez aussi, son copain, qu'est-ce que vous ressenteriez à sa place? Et là, vous allez voir que c'est assez. Ils vont balancer beaucoup d'insultes. Et c'est bien les insultes. Les insultes, c'est une expression de ce qu'on ressent aussi. Donc d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les insultes. Pourquoi tu as cette colère? Pourquoi tu as ça? Et de la même manière, vous pouvez le faire avec n'importe quelle situation émotionnelle. Et si vous les faites travailler sur ces choses-là en amont, ça vous permettra aussi de définir avec eux ce qui permet en fait de créer ces stratégies de régulation et quel type de stratégie on peut mettre en place. Ça peut être quand je suis en colère, effectivement, d'avoir besoin, dès lors qu'on a déterminé que vous êtes en colère, on se met à côté, on se sépare, on souffle, machin, et on rediscute après. Vous imposez cette rediscussion et l'expression du point de vue, du pourquoi, mais une fois qu'on a pris ce temps de... On souffle, chacun de son côté, et on n'en rediscute pas, on souffle chacun de son côté, et on fait comme si rien ne s'était passé, c'est terminé. On en rediscute derrière, en utilisant du vocabulaire, en utilisant des mots, et on peut même leur faire du vocabulaire pour exprimer leurs émotions et leurs mots, avec des mots, pour qu'ils puissent parler. Parce que tout conflit physique est une incapacité des gens à exprimer ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils ont ressenti de la colère, parce qu'ils se sont sentis trompés, parce qu'ils se sont sentis trahis, et que cette expression-là, soit elle n'est pas entendue, soit ils ne sont même pas capables de le dire. Et donc c'est pour ça que les conflits arrivent. Sinon, a priori, si on était tous capables de dialoguer, d'exprimer nos émotions et que autrui était capable de les entendre et de comprendre et d'ajuster les choses en fonction de ce qu'on ressent, on vivrait dans un monde en paix et plein de tolérance. Il y avait 2 questions. Vous, madame, d'abord, et ensuite. Moi, j'avais une question. On sait que le temps de l'adulte n'est pas celui de l'enfant ou de l'adolescent, mais est-ce qu'on sait, par exemple, pour un ado, combien il lui faut de temps pour s'auto-réguler émotionnellement? Très variable. Il n'y a pas de. Ça dépend des ados, ça dépend de l'émotion qu'ils ressentent. Il y en a pour qui c'est très très compliqué. Et si vous êtes avec des gens qui n'ont pas eu, j'ai envie de dire, tout cet apprentissage à la maison,
Et même dans les jeux, et vous voyez bien, jouer au Monopoly avec des gamins, vous allez très vite voir que forcément à un moment donné, il y en a un, ça part en cacahuète, et ils vont plus jouer, et c'est nul, et ils ont tous contre lui, et puis voilà, c'est un Monopoly. Avec des adultes, c'est pas mieux. Parce que j'ai déjà essayé, mais c'est pas toujours évident qu'avec des adultes ça fonctionne. Faites un Monopoly en salle de cours, vous verrez un petit peu. Et pourtant, c'est pas du vrai argent. C'est ça qui me. L'idée de perdre un jeu, il y en a qui sont quand même accrochés au laboratoire. On fait des jeux avec les nouveaux doctorants en journée d'intégration. Là, on en est à comment on va se réguler pour éviter la triche à ce point, cet enjeu à ce point, parce que la compétition est trop importante. Mais ça a un rôle, en tout cas ce type de jeu a aussi un rôle de je vais expérimenter de la frustration, de la comparaison sociale, peut-être même des gens qui vont me charrier. Et ça peut être, c'est pas, je ne dis pas qu'il faut absolument pas le faire, c'est juste qu'il faut apprendre à s'armer contre ça et à pouvoir comprendre aussi que parfois ça peut faire du mal, mais être capable de le réguler correctement. Et donc c'est un bon exercice de régulation derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je suis pas sûr parce que je me souviens plus de votre question. C'était votre question. C'était le temps. Ah, le temps. Ah oui, bah, le temps il est variable, je ne peux pas vous donner un temps, mais par contre il est peut-être à définir aussi avec les élèves. C'est-à-dire que si les élèves vous disent, moi quand je suis en colère, j'ai besoin de me calmer et d'être tout seul et de plus voir la personne pendant un petit temps, il n'y a pas de souci. Ce temps il existe et ça peut même être un temps assez long, ça peut être toute la journée, mais évitons d'attendre le lendemain ou le surlendemain pour résoudre le problème parce qu'après on ne se souvient plus, etc. Donc il faut laisser du temps, et ça peut être 10 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure. Le tout est de faire en sorte que pendant ce temps-là, il y ait conflit et que les gens puissent souffler et faire autre chose. Et puis ensuite, effectivement, qu'il y ait ce dialogue. Et cette confrontation, s'il n'y a pas ce dialogue, et quand je dis un dialogue, ça implique de leur apprendre aussi qu'il y a une prise de parole, que chacun a le droit de parler, et puis ensuite que l'autre pourra revenir dessus. Enfin, et tout ça, ça doit être fait en temps de paix. Si c'est fait au moment où il y a le conflit, vous ne pouvez pas appliquer les règles que vous avez mises en temps de paix. Vous pouvez vous mettre d'accord avec eux sur comment on gère les conflits, et ensuite, une fois que vous ne faites que faire respecter le cadre que vous avez délimité avec eux. Définissez un cadre avec eux, vous le faites respecter, et c'est tout. Et pas de jugement. Ça, c'est toujours la vraie difficulté en fait qu'on a, c'est qu'on a tendance à juger, à surinterpréter les comportements des autres. Donc essayons de rester sur les faits et sur le cadre. Définissons les cadres, expérimentons les faits. Si vous sortez du cadre, vous êtes ramené dans le cadre, ça oui, mais pas en le jugeant, ça a des effets qui sont assez négatifs. On le fait tout le temps en tant que prof, quand vous êtes en train de parler ou ce genre de choses. La première chose qu'on fait, c'est pas leur dire, écoutez, vous parlez, quand vous parlez, ça me dérange. On s'est mis d'accord au départ du cours qu'on ne parlait pas pendant que je suis en train de parler, et donc vous revenez dans le cadre. Ce qu'on dit, c'est, ça t'intéresse pas ce que je suis en train de te dire? Si tu t'en fous, alors à l'université, on le fait, tout le monde le fait. Tout le temps, c'est, si vous en foutez, vous pouvez partir. Moi, c'est la première chose qu'on m'a dit, mon fils. Il y a 4 portes dans cet amphi, vous n'êtes pas obligé de venir, vous pouvez partir quand vous voulez. Et ok. Et en plus, en jugeant comme ça, des fois, en fait, ils parlent pour des choses, et donc du coup, ça je vais pas dire que ça crée un conflit. Il y en a plein qui vont se taire, mais parfois, ça peut créer des conflits parce qu'on a émis ce genre de jugement. Mais là aussi, travailler sur le jugement, sur la compréhension, sur les points de vue, ça implique aussi, parfois, d'accepter que vous aussi, vous êtes sensible à tout ça, et que vous aussi, vous pouvez vous tromper, et que vous aussi, vous pouvez faire des erreurs, et que ces erreurs ne sont pas forcément intentionnelles. D'accepter de se remettre en question, y compris face aux enfants, aux adolescents, c'est pas une mauvaise chose. Ça rejoint ma question, c'est que on parle de faire exprimer les émotions aux enfants et aux ados, mais avant cela, je pense qu'il faut que nous, éducateurs, enseignants, il faut qu'on soit capable de pouvoir exprimer nos émotions, accueillir des pleurs, accueillir des insultes. Par exemple, quand vous dites, voilà une insulte, il faut aussi pouvoir mettre le cadre, il faut qu'on soit formé, peut-être pour arriver à accueillir tout ça. Aujourd'hui, et en particulier avec les adolescents, c'est précisément cette posture qui est problématique. Qui est problématique pour les enseignants, qui est problématique pour les élèves aussi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de comprendre et de penser par rapport à cette connaissance et de réfléchir et d'avoir une attitude et un raisonnement critique par rapport à cette connaissance. Mais si nous n'étions là que pour distiller de la connaissance,
autant juste leur apprendre à lire et leur dire de se débrouiller à la bibliothèque. On me dit, franchement, ça ne servira à rien. Donc, effectivement, on n'est pas forcément en accord avec ce genre de choses. Ceci étant dit, je pense que travailler en français sur l'insulte n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de tabous. C'est-à-dire qu'on dit l'insulte, on n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit de s'insulter, et je suis d'accord avec ça, bien évidemment, dans une relation sociale, s'insulter est problématique. Mais si on ne travaille pas sur l'insulte en soi, c'est comme si on n'en avait jamais parlé, qu'on n'avait jamais expliqué pourquoi. Et il y a des gens, parfois, il y a plein d'exemples, que ce soit en histoire, que ce soit en langue, où on va retrouver des insultes, y compris dans le genre littéraire, qui justement vont avoir un rôle derrière. Donc il y a plein d'éléments qui nous permettent de discuter l'insulte. C'est intéressant de voir aussi ce que vous allez apprendre. Parce qu'ils ne s'insultent pas de la même manière que nous insultons. Ça peut être aussi l'objet de discuter des effets de genre sur les insultes, par exemple, et de se rendre compte qu'y compris dans nos insultes, en fait, nous avons un certain nombre de biais dans les insultes, donc ça peut être l'occasion de discuter là-dessus. Et ça permet aussi de nous aider à définir le cadre du pourquoi, en fait, s'insulter dans une relation quand on est en train de parler, c'est un peu le point de rupture vers le conflit physique. Donc c'est une des étapes, c'est-à-dire qu'au départ on parle, il ne comprend pas, je l'insulte, il ne comprend toujours pas, je l'insulte plus fort, je m'énerve, je le tape. Donc c'est vraiment le truc. Parfois on va directement à je le tape sans l'insulte, l'insulte vient après le tape, mais c'est plus rapide, mais dans tous les cas c'est cette manière. Si on n'en discute pas et si on ne parle pas de ça, et je ne sais pas où, je ne vous dis pas, vous pouvez le faire dans tous vos cours, vous ne pouvez pas tous faire des cours d'insultes tout le temps, mais si on n'en parle jamais, et si ils considèrent que ça ne marche pas. Après, il y a la question de l'empathie, la question du respect et de la bienveillance. Ça aussi, c'est des éléments sur lesquels je parlais beaucoup des choses négatives. Mais le positif, et c'est très important aussi d'en discuter, du positif. Dire merci. Remercier quelqu'un pour ce qu'il a fait. Regardez comment les adolescents se parlent. Allez dans une cour de récréation, vous y allez, mais de temps en temps, regardez dans la cour de récréation quand vous n'êtes pas en classe, où ils évitent de se parler, et regardez comment ils se parlent, quelles que soient en fait les situations. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Chez Montessori, ça s'appelle grâce et courtoisie. Grâce et courtoisie. Grâce et courtoisie. Chaque fois qu'ils débordent un petit peu, on les ramène sur le cas grâce et courtoisie. Alors, le grâce, peut-être pas forcément, mais je trouve assez rigolo qu'on les ramène là-dessus. Mais oui, en fait, dans les relations sociales, on doit apprendre aussi à se parler, au-delà des conflits, uniquement de se parler correctement. Et être capable d'avoir de la gratitude. La gratitude, ça peut aussi passer par vous. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi reconnaissant du travail qu'ont fait les élèves, de comment ils se sont comportés, de comment ils ont pensé, comment ils ont réagi face à un conflit ou face à ce genre de choses. Ça veut pas dire que vous devez toujours renforcer positivement tous les comportements. Je dis juste que ça fait partie des éléments qui sont importants. Ça s'appelle la psychologie positive, il y a plein d'études que vous pouvez aller regarder là-dessus. C'est pas un courant qui vise à être zen, etc., mais qui vise à se dire, ok, on regarde beaucoup les éléments négatifs, on a fait toute une psychologie là-dessus, comment on peut faire une psychologie qui va essayer au contraire de renforcer le bien-être des élèves, mais aussi des adultes, quoi. Et l'estime de soi, c'est important. Alors faites attention. C'est pas parce que j'ai une estime de moi que je vais forcément mieux réussir, c'est plutôt parce que je vais réussir que je vais avoir une meilleure estime de moi. Donc, le truc étant, dans cette relation-là, il y a un besoin de faire en sorte qu'ils puissent effectivement réussir à avancer. Mais cette réussite et cette perception de la réussite, là aussi, elle est extrêmement biaisée par le contexte social. C'est-à-dire que j'ai une fâcheuse tendance à me comparer aux autres pour déterminer si je réussis ou pas. Et pas à me comparer à ce que j'étais capable de faire et comment je progresse individuellement. La seule comparaison sociale qui serait plutôt utile, à mon avis, et bienveillante, c'est plutôt la comparaison par rapport à sa propre évolution que par rapport à l'évolution des autres et où on en est par rapport aux autres. Où là, c'est rarement bien, parce que dans un cas, vous êtes bien en avance et donc ça vous renforce l'estime de soi, mais en gros, ça vous stimule pas vraiment, c'est juste que vous êtes meilleur, vous êtes très fort, mais ok, super, vous êtes meilleur par rapport aux autres, on trouve toujours pire. Ça, on le fait tous, on trouve toujours pire que soi. C'est la stratégie des gens qui ont un problème avec l'alcool. Il y a toujours quelqu'un qui boit plus que vous. C'est pareil. Il y a toujours quelqu'un qui est pire que vous, donc ça a une fonction pour renforcer un petit peu votre ego. Le problème à l'école, et en particulier avec les gens qui sont en décrochage scolaire, c'est qu'il y a surtout beaucoup plus de gens qui sont, eux, qui arrivent, qui n'ont pas de difficultés, qui s'en sortent bien, et que cette comparaison-là
comme ils sont trop éloignés de ce qui est, elle est plutôt négative pour l'estime d'eux-mêmes et elle n'est pas à renforcer. Donc, renforcer la comparaison intra-personnelle et comment eux peuvent progresser à leur rythme et quelle que soit leur progression est beaucoup plus efficace pour leur bien-être et pour leur volonté de continuer en fait. Il y avait une question. Oui. J'aurais voulu savoir ce que vous proposez ou si vous avez observé des différences dans la régulation de la colère. Autant dans la régulation de la tristesse, c'est assez logique d'entourer la personne ou d'être à proximité. Autant dans la colère, il y a deux stratégies. Une qui consiste à laisser l'ado être un peu à distance, refroidir tranquille, et d'autres fois être disponible et le contenir sous forme, quand on dit contenant au sens psychologique. Alors là, c'est des travaux qui sont beaucoup plus récents, vraiment beaucoup plus récents, 2022-2023, où on a commencé à s'intéresser déjà à la complexité des stratégies de régulation émotionnelle, parce qu'il y en a plein de stratégies de régulation émotionnelle, et d'autre part à savoir quelles sont les stratégies de régulation qui sont les plus mises en place par les adolescents en fonction de la nature des émotions qu'ils ressentent. Je ne peux pas vous répondre juste comme ça sur la colère. C'est assez complexe. C'est assez complexe parce que ça varie vraiment en fonction des émotions, et c'est vrai. Maintenant, la colère, il n'y a pas que la mise à l'écart qui permet d'exprimer. C'est être capable de s'exprimer avec un vocabulaire correct sur cette colère, c'est un sacré exercice. Hein. Ça vous demande un petit peu de régulation et de vous bloquer et d'être capable de le faire. Donc, si à terme, ils sont capables de faire ça, d'exprimer avec des mots la colère et pourquoi ils sont en colère, c'est essentiel. L'expression. Après, il y a d'autres formes d'expression. Vous parliez de l'art. L'art est aussi une expression de la colère. Et aussi une expression lorsqu'il y a des injustices, lorsque ça va, c'est aussi une façon de dénoncer ces injustices. Donc l'art peut être aussi un média de ça. La créativité et la résolution de problèmes peut être aussi, et ça c'est moi qui le dis, peut être aussi un moyen de changer les choses. À partir du moment où on est colère, on sait qu'on est en colère, c'est qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, pourquoi on n'essaie pas de concevoir quelque chose de différent, de nouveau. En particulier quand c'est une colère qui est institutionnelle, quand c'est une colère qui est liée au contexte, etc. Là, il y a des possibilités en fait de proposition et d'essayer de changer le système. Et ça, c'est une autre posture que nous avons en tant qu'adultes. On considère que les adolescents, même s'ils ont envie de changer et de faire différemment, bon, ça sert à rien, c'est pas utile, c'est pas comme ça, vous pourrez pas faire ça, oubliez un petit peu votre volonté de changer le monde. C'est dommage. Je pense que c'est au contraire une bonne opportunité d'essayer de leur apprendre à comment ils peuvent contribuer, comment ils peuvent agir, quels sont les moyens d'action et comment on peut changer par le collectif des choses. Y compris des choses dans le collège, y compris des choses dans le lycée. Parce qu'on a tendance à ne pas du tout travailler sur leur capacité de conception et de résolution de problèmes. Parce qu'on ne le fait pas, nous. C'est parce qu'on a accepté que le lycée, le collège, les formations, ça avait plein de formations, de formations ou de conférences. Bon, je suis toujours devant vous, vous avez toujours des salles, on est toujours comme ça, il y a toujours des normes. Votre classe, c'est pareil, elle est normée. Et tout le monde s'est questionné là-dessus. Est-ce que vous avez posé la question à vos élèves? Parce que moi je l'ai fait et ils étaient incapables de répondre. En tout cas, ils se sont vraiment posé la question ils sont incapables. Est-ce que vous avez posé de faire en sorte que l'école devienne une école où je suis heureux d'aller? Travailler sur le bonheur, sur le heureux, sur le plaisir d'apprendre. Qu'est-ce qui leur permettrait de prendre du plaisir à apprendre? Parce que je vous assure qu'il y a plein d'autres situations dans leur vie où ils ont du plaisir à apprendre. Quand ils jouent aux jeux vidéo, ils apprennent beaucoup de choses. Alors, souvent c'est implicite, les apprentissages qu'ils ont, mais ils apprennent des choses, ils développent des compétences. Et ils le font avec plaisir. Donc ça existe. Mais on pourrait le faire aussi, hein. Un lycée dans lequel les enseignants sont heureux de travailler ensemble pour contribuer à l'apprentissage des élèves, c'est à mon avis un concept à part entière. Votre bonheur n'est pas anodin et je pense aussi que là aussi c'est un travail de conception et d'exploration. Alors le problème quand on se met à ouvrir ce genre de boîte de Pandore, c'est que bien évidemment on va y avoir tout et n'importe quoi, qui vous demander de faire des jeux vidéo, mais il y a peut-être en fait une vraie question autour de
de ce qui fait plaisir, du bonheur, de réflexion des éléments positifs qui vous permettront d'avancer en fait sur ces leviers-là aussi. C'est aussi un prétexte à la discussion, à l'exploration, à la découverte d'autres façons d'appréhender les choses et d'autres formes de satisfaction qu'on peut avoir, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient collectives. La coopération dans ce genre d'étape est essentielle. Je ne sais pas comment vous leur apprenez à coopérer. Personne ne répond là. Je sens le blocage. Mais ça, c'est En tant que responsable CARDI, on est effectivement sur le domaine de la coopération et des pratiques coopératives, élève-élève, adulte-élève, adulte-adulte. Et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup parce que je pense, par rapport à la question de tout à l'heure, que toutes ces questions-là, elles s'incarnent aussi dans les gestes professionnels enseignants. Et ça, j'en suis convaincue. Donc l'empathie, c'est quelque chose qui s'incarne aussi dans la façon de penser la classe. Et travailler sur les émotions, le support pédagogique est un vrai média pour travailler toutes ces questions-là. Le texte permet aussi de prendre de la distance par rapport à des situations qui permettent d'interpréter. Moi, je sais qu'enseignant d'espagnol, c'était par rapport aux insultes, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai travaillé sur un texte littéraire où les personnes s'insultaient en espagnol. Et quand on a travaillé sur le texte et que j'ai demandé à faire lire le texte à voix haute, j'ai des élèves qui m'ont regardé. Alors là, le code revient et la norme revient. Mais madame, vous nous demandez de... Oui, on lit un texte, on est dans une situation pédagogique de travail, donc vous allez lire ces insultes qu'on a déjà expliquées pourquoi elles étaient là ou autre. Mais le texte permet vraiment d'avoir un média et de... c'est le principe, je ne vais pas apprendre ça aux enseignants de lettres, l'identification par rapport aux personnages et le fait de comprendre des situations parce qu'on les lit, parce qu'on les travaille, comme l'art. Moi j'essaye de faire comprendre aux enseignants d'espagnol qu'un tableau c'est d'abord une émotion avant d'être un plan. Et que c'est important de commencer par solliciter la réaction émotionnelle de l'élève, même s'il va dire « mais effectivement c'est moche votre truc quoi ». C'est pas beau, et puis après on va rentrer dans le pourquoi c'est pas beau et quel est l'argument derrière et pourquoi, et la conception aussi ou ça. Comme une chanson c'est d'abord une mélodie, c'est quelque chose qui parle avant d'être des rimes, un vers ou ci ou ça. Donc cette approche, alors peut-être que ça c'est une dérive de l'enseignant par rapport au savoir et à la connaissance, qu'on a tendance à reporter la réaction émotionnelle et ce que ça nous fait dans un premier temps, mais de toute façon on va y revenir au savoir et à la connaissance. À un moment on va argumenter, on va devoir expliquer, on va devoir expliciter, justifier, donc on va y revenir à la rigueur et à la précision du savoir. Mais c'est une vraie entrée, et que peut-être on n'utilise pas suffisamment, ou qu'on n'ose pas peut-être utiliser davantage, je sais pas. Juste une parenthèse pédagogique. Je prends cette parenthèse derrière. L'enjeu de tout ça, c'est que si on n'explicite pas, si on ne donne pas les outils pour penser les émotions, pour penser le social, pour penser la coopération, qu'on ne les transmet pas ces outils, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne soient pas capables de les développer. C'est voilà, même quand vous devez faire de la résolution de problèmes mathématiques, vous êtes obligé de transmettre des outils pour penser cette résolution de problème. Et bien de la même manière, le social, l'émotionnel, il y a besoin en fait de travailler là-dessus. Sinon, on devient des adultes qui ont des ressources dans ces capacités, qui les ont formées au fur et à mesure, sans vraiment les expliciter, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas comment on fait, etc. Et qui ne sont pas forcément armés pour lutter, parce que c'est ça en fait aussi le rôle de la psychologie positive, c'est que nous avons des situations sociales, émotionnelles qui viennent nous attaquer en fait, et quelles sont les ressources dont je dispose pour pouvoir y faire face. C'est faire face en fait à ces éléments. Bien évidemment je vais ressentir de la tristesse, bien évidemment je vais ressentir de la colère, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Bien évidemment il y a des gens qui pensent différemment de moi et je n'arriverai pas à comprendre pourquoi, mais je peux accepter qu'ils le fassent. Et c'est en travaillant sur ces éléments-là qu'on peut les aider à mieux sentir et à mieux appréhender, y compris les apprentissages plus fondamentaux. C'est-à-dire que si tous ces éléments émotionnels et sociaux viennent perturber les apprentissages fondamentaux, ça ne sert à rien de faire de l'apprentissage. Un élève qui est en colère et qui s'est mis en colère face à un autre, il ne va rien apprendre de la journée. Et il ne va pas pouvoir mettre de côté le truc, non, il n'apprendra rien. De la même manière, s'il est triste ou qu'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé chez lui, d'accord, on peut dire ça ne me concerne pas, c'est chez lui, c'est la sphère privée, c'est la sphère privée,
on est des professionnels. Non, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des adolescents et des enfants. Donc ce qui leur arrive impacte tout dans leur vie. Ce qui leur arrive à la maison, ce qui leur arrive avec leurs petites copines ou leurs petits copains, ça impacte considérablement ce qu'ils vont faire derrière, leur bien-être, leur tristesse. Et s'il n'y a pas d'éléments pour pouvoir avancer dessus, c'est problématique. Je ne dis pas qu'il faut que toutes vos séances deviennent des séances de thérapie collective. Parce que c'est pas ce qu'on cherche derrière. Mais déjà, qu'ils savent, qu'ils comprennent que vous vous souciez de leur état émotionnel. Déjà ça, c'est un élément qui est fondamental. Déjà qu'ils pensent que effectivement vous allez les aider à pouvoir surmonter telle chose, alors c'est sûr que ça va créer un lien affectif avec eux qui va être encore plus fort. Et je peux comprendre que ce lien puisse faire peur aussi. Mais nous sommes des êtres humains en fait, donc je ne vois pas comment on peut faire abstraction de ce lien. J'ai beau chercher, hein, je n'ai pas trouvé l'alternative qui ferait qu'on ne créerait pas de lien du tout. Et qu'on serait suffisamment détaché pour qu'il n'y ait pas d'affect et qu'il n'y ait rien du tout. Alors, l'université, on est pas mal dans le genre pour ça. Parce voilà, on a des hordes d'étudiants, on ne sait pas leur nom, on ne sait pas ce qu'ils sont, on s'y intéresse pas, etc. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire. Et c'est pas pour rien qu'on a un taux de réussite qui dépasse à peine les 50% en dépit de tout ce qu'on fait, et de tout ce qu'on peut essayer de faire. Sentiment d'appartenance, les étudiants, ce sont des numéros. On ne sait même pas qui ils sont. On les voit 10 semaines, une fois par semaine, et encore des fois c'est une fois tous les 15 jours, on ne les connaît pas. S'ils ne se sont pas investis, en plus, ils n'ont même pas un groupe classe à l'université, ils n'ont même pas en fait leurs camarades. Ils changent d'un semestre à l'autre, d'un cours à l'autre, ils ont des personnes qui sont différentes et donc comme ils n'ont pas de groupe classe, ils ne créent même pas de lien. Et quand ils arrivent, ils ne connaissent personne. Hein. 90% ils ne connaissent personne. Donc il ne faut pas s'étonner derrière que tout ça fait qu'à la fin, le jour où ils se lèvent et que c'est un peu compliqué, qu'ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. Et ils abandonnent. Vous êtes confronté à du décrochage, nous le décrochage c'est la norme en fait. Et toutes les mesures qu'on a essayé de mettre en place sont des mesures de soutien de cours. Comme si c'était ça en fait la clé. C'est-à-dire qu'on leur dit on va faire plus de cours, plus de renforcement parce que vous échouez. Et en fait on en a qu'on n'arrive même plus à voir. C'est-à-dire qu'un jour de ce système-là, ils vont dire je ne viens même plus. Donc ces soutiens, ils n'en bénéficieront jamais. Parce qu'on n'a pas créé les contextes socio-émotionnels où ils sont contents de venir. Et on peut être content, peut-être le lieu. Hein. Si on avait un lieu magnifique, vous êtes content de venir dans ce lieu magnifique. Alors ça marche pas. Ce qui vous fait venir en fait au boulot, ce qui vous fait venir, c'est les gens. Ça peut être les collègues, ça peut être les élèves, ça peut être mais c'est la relation sociale qui vous fait venir. S'il n'y a pas cette relation sociale, voilà, effectivement, c'est difficile de se... Voilà. Pour boucler la boucle sur la coopération, il reste des places, si ça vous intéresse, au stage sur les pratiques coopératives. Voilà. Si vous avez besoin de nous demander, je vous bien pour développer tout ce qui est pratique coopérative, tutorat, travail de groupe, enfin tout, entre élèves et en classe. La publicité est terminée. Je ne connais pas cette formation, mais je vous invite à le faire parce que nous, on voit bien quand ils arrivent à l'université et qu'on leur demande de travailler en groupe, que on n'aura pas forcément transmis les outils pour coopérer. Ils ne le savent pas en fait, ils considèrent que faire du groupe, c'est de les mettre ensemble et ils vont produire quelque chose en collectif. Ça ne marche pas du tout. Qu'on soit bien clair, ça ne marche pas du tout. Mais on a deux types de personnes. On a ceux qui disent moi je ne veux pas travailler en groupe. C'est-à-dire qu'ils refusent complètement en fait, le programme pédagogique. Ils disent moi je ne veux pas travailler en groupe parce que de toute façon je ne suis pas fait pour travailler en groupe. Et comme s'il y avait des gens qui étaient faits ou pas pour travailler en groupe. Je ne suis pas fait pour travailler en groupe parce que c'est moi qui fais tout et les autres qui foutent rien. Et vous avez l'autre partie qui se repose complètement sur le travail du groupe et qui ne foutent rien et qui vont bénéficier en fait du travail collectif. Et donc vous avez, si on les récupère à l'université comme ça, c'est qu'en amont, il y a des choses qui ne sont pas passées sur la façon dont on pourrait effectivement travailler en coopération. Mais je le vois aussi avec les collègues et je le vois entre nous, hein. Coopérer, c'est pas forcément très très simple. Accepter de coopérer en utilisant des règles, des outils, des valeurs, parce que c'est pareil, on interroge toujours sur cette question des valeurs communes au groupe, et qu'il y a quand même un certain nombre de quiproquos qui font que ça devient très compliqué en fait derrière. Et que ça génère des conflits, tout ça génère des conflits. Donc essayer de les outiller sur la coopération, c'est à mon sens fondamental.
tous les enseignants sont pas en capacité de faire ça, parce que nombreux sont ceux qui disent le travail de groupe, ça perturbe la classe, il y a beaucoup Et de d'où bruit, la formation qui est. Ah oui, alors le travail de groupe, ça c'est vrai, ça fait du bruit. Ça, on est d'accord. Mais Parce qu'on n'a pas ça se trouvé- régule aussi. Et ça se régule. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de leur demander de mimer ce qu'ils vont faire. C'est une solution si on veut que ça. Donc oui, c'est vrai qu'une salle de cours, ça peut être bruyant. Est-ce que c'est vraiment un problème? Alors que ça perturbe un peu trop les autres, d'accord, mais ça se régule, on peut parler moins fort, il y a plein de façons de faire. Je suis d'accord, le travail de groupe, ça peut. Mais tout est une question de régulation.